Bonjour, aujourd'hui nous recevons René Revol, maire de Grabels, conseiller de métropole, un des animateurs les plus importants de la France Insoumise. Bonjour. Voilà, alors d'abord je vais vous présenter le prochain numéro de La Glorieuse, le numéro 755, avec à la une le coup de blues des enfants du rock à Montpellier. Alors nous avons fait une enquête, la scène rock à Montpellier c'est plus ce que c'était. Vous avez raison de faire cette enquête parce qu'il y a un déclin de la scène rock alors que voilà, c'était quand même quelque chose d'assez fondateur de la ville et identitaire de la ville et de plusieurs générations. Et on voit revenir aujourd'hui vers le rock des générations de 20 ans, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années puisqu'on vieillissait vers les soixantenaires. Et là, il y a un renouveau du rock dans la société. Donc, à mon avis, tous les animateurs du rock doivent trouver une nouvelle vie. Donc il faut qu'ils soient soutenus par les institutions, par les privés, par tout le monde. Il faut soutenir le rock maintenant sur Montpellier, parce qu'il est prêt à redémarrer, je le sens. Voilà, alors d'autres dossiers dans le journal. Le Salagou scelle la renaissance d'un petit village qui est un vrai paradis, sur les bords de ce lac magnifique. La maire essaye de créer un environnement pour faire venir des artisans en offrant des lieux de travail. Donc tout ça est en train d'être mis en place. Nous avons enquêté là-dessus. Ensuite, un dossier plus sérieux, plus économique, le monde des entrepreneurs, qui est un petit peu un miroir aux alouettes. Les facilités accordées aux micro-entreprises pourraient accentuer les phénomènes de concurrence déloyale. D'autres informations, entre autres une exclusivité La Glorieuse, Zidane devrait investir à Odysseum. Serge Poitou, le chef du protocole de la métropole, est poussé vers la sortie. Rivinc, lors de la dernière réunion de Vauquier, a été snobé ou a snobé Vauquier. C'était un peu la lutte des places, il était mal placé, donc il a fait la gueule. Voilà. Et enfin, un dossier sur le rififi qui se passe à l'intérieur du village de votre ami Murviel et Montpellier. Voilà. Isabelle Touza. Monsieur Revol, merci d'être avec nous. Oui. Nous vous accueillons donc. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre âge, votre profession, votre pédigré? Vous êtes d'où? J'ai 69 ans. J'ai été pendant 40 ans professeur. Sur ces 20 ans, j'ai été professeur de classe préparatoire. Je suis né à Grenoble. J'ai passé mon enfance dans le pays minier de la Mure. Et puis, après avoir fait 68 à Grenoble, puisque je dirigeais la GUNEF de Grenoble en 68, jusqu'à 71. Après, je me suis consacré à l'enseignement. Et depuis l'âge de 17 ans, je suis un militant. Mais en fait, je ne suis élu que depuis, finalement, que je suis à la retraite, parce que je voulais rester relativement indépendant de ce genre de mandat. Et je suis maire depuis 2008. Étiez-vous à la fête de l'UMA ce week-end? Non, je ne pouvais pas y être, car il y avait une super fête à Grabels, du patrimoine naturel. On était plus de 1000 avec plein de jeunes. Voilà, et Mama Song, que vous connaissez certainement, organisait cette fête avec nous dans le beau site de la ville. J'étais là-bas et on a parlé de tout, de nature, défense d'environnement, musique, tout ça. Voilà pourquoi je n'étais pas à la fête de l'UMA. Voilà. Malgré l'élan macroniste, là, à Montpellier, les Insoumis sont arrivés devant. Oui. Comment vous expliquez cela? Je pense que Montpellier est une ville de gauche, mais c'est une ville libre. Il n'y a personne qui, à Montpellier, possède d'électorat, pas plus nous que les autres. Et on l'a vu à plusieurs élections. Donc, les gens à Montpellier, Montpellier est aussi une ville dans laquelle les problèmes sociaux sont immenses. 25% de la population de la ville de Montpellier est en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne le dit, alors que la moyenne nationale, c'est 14%. Donc on est dans cette situation et par ailleurs c'est une ville intellectuelle dans laquelle il y a beaucoup d'effervescence intellectuelle liée aux universités, à la recherche, etc. Et la conjonction finalement de la demande des quartiers populaires de reconnaissance parce qu'ils sont profondément méprisés et par ailleurs la demande du cœur de ville d'avoir une autre façon de vivre, on l'a vu dans les résultats des écolos avant, ayant disparu, tout ça, il fallait qu'il y ait une réponse. Et la France Insoumise, on est arrivé à construire cette réponse. Voilà pourquoi Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 30% dans la ville, au Petit Bar il a fait 54% au premier tour, à la Paillade 40%, et y compris sur l'Écusson, il a fait un résultat encore plus supérieur. Donc on a vraiment cette demande, et puis lorsqu'est arrivé les élections législatives, ben voilà, on a gagné la deuxième circonscription, parce que ça correspondait à cette dynamique propre à Montpellier.
L'eau, ça en est où là? Vous êtes toujours président de la régie de l'eau, Oui. et alors que vous n'avez plus de délégation. Est-ce que c'est compatible? Théoriquement oui, puisque la régie de l'eau, disons, a la personnalité morale. C'est donc une entreprise publique. Et les entreprises publiques, il ne faut pas les déstabiliser par des querelles politiciennes. On a un vrai mandat sur les années qui viennent pour pouvoir faire cette régie publique, la développer, la réaliser. On a pu baisser le prix de 10%, on a pu organiser, le coût global a diminué par rapport à l'opérateur privé. Il n'y a donc aucune raison que j'abandonne cette mission qui, je vous le signale, est complètement bénévole. Il n'y a aucune indemnité. Et donc je suis prêt à la continuer. Peut-être que le président décidera autrement en proposant de changer complètement le conseil d'administration. Mais s'il le fait, ça sera illégal. Donc, il peut toujours le faire. Mais voilà, on est dans une situation, on est face à une entreprise publique. Maintenant, pour tout ce qui est les autres missions, je respecte le cadre qui est donné. Selon vous, ça ne devrait pas être le maire d'une commune de la périphérie qui devrait être à la tête de la métropole? Le problème, c'est l'orientation, c'est le choix. Le problème n'est pas de choisir tel ou tel, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi pas un maire? Par exemple, à Grenoble, c'est pas le maire de la ville-centre qui est à la tête. C'est pareil à Bordeaux. C'est pareil dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits. La métropole est dirigée par un maire d'une autre commune que la ville-centre pour faire l'équilibre. À Montpellier, on a décidé la concentration. C'est le problème. Le problème n'est pas, c'est pas ça le problème. C'est y a-t-il une vision aujourd'hui à Montpellier, de Montpellier à l'horizon 2030-2040? Y a-t-il une vision de l'avenir de Montpellier? Moi, je te dis qu'il n'y en a plus. Et lorsque j'étais déjà dans le bureau comme vice-président, je commençais à exprimer cette critique en interne en disant que je ne sais pas où on va. Puisque ce que vous faites avec la Mogère et avec le stade de foot là-bas, bétonné jusqu'à la mer, c'est la vision des années 80. Elle est finie. Il faut maintenant redéfinir la façon d'occuper notre espace face aux enjeux climatiques, face aux enjeux de développement démographique. Et ça, c'est le débat qu'il faudrait avoir, qui que ce soit moi, un autre ou pas, c'est pas le problème. C'est de savoir ce qu'on va faire demain de cette ville. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de 25% de chômage. Non, en dessous du seuil de pauvreté. 25% de la population. Voilà. Nous, comme chiffre, on a à peu près 20% de chômage à Montpellier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire ça? Eh bien, la première chose à faire pour réduire ça, c'est leur donner les moyens d'abord de vivre, de se loger, etc. pour tous ces gens. C'est pour ça qu'au niveau, je lutte contre la politique actuelle qui est menée de diminution de l'aide au logement et que vont payer les bailleurs sociaux. Et si les bailleurs sociaux payent la baisse des APL de 50 € qui est prévue là maintenant, parce que c'est 5 € au mois de juillet, maintenant c'est passé à 50 €, eh bien on ne va pas pouvoir construire ces logements sociaux parce qu'ils ont enlevé les moyens aux bailleurs sociaux. Donc ils vont être de plus en plus dans le mal-logement, qui est quelque chose de terrible ici, et qui est l'une des causes de la pauvreté. Si vous n'avez pas un logement décent, etc., vous ne pouvez pas vivre dans cette ville. Et deuxièmement, concernant l'activité économique, il faut avoir une vraie réflexion sur l'avenir économique de Montpellier. Montpellier, on dit que c'est une économie résidentielle. C'est-à-dire une économie qui est liée aux gens qui résident, et non pas une économie productive, comme à Toulouse par exemple. L'économie résidentielle, c'est tout ce qui est lié à la santé, aux personnes âgées, au tourisme, etc. On dépend complètement de ça, et c'est très variable. Et ça dépend des financements publics, pour la santé entre autres, par exemple, ou pour les universités, ou pour les hôpitaux, etc. Donc, il faut arriver à produire ici une vraie économie productive. Réfléchissez par exemple aux filières qui sont liées à la santé, aux filières à l'informatique. Il y a des potentiels de développement qui ne sont pas utilisés. J'en sais une chose, je suis sur une commune dans laquelle il y a une zone d'activité qui s'appelle Euromédecine 2. Elle est remplie au tiers, alors qu'elle existe depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie globale. Mais ça fait 40 ans qu'on patine sur ce sujet-là. Ah oui, mais il faut une vraie politique productive. C'est pour ça que je suis pour le développement. Alors quand je dis circuit court, les gens y pensent, c'est le gars qui cultive ses tomates qui vient vous les vendre à côté. Certes, il y a cet aspect-là, mais les circuits courts, c'est aussi ça, c'est-à-dire donner la possibilité aux qualifications locales de s'investir dans des activités productives. Donc là, c'est un projet qu'il faut nourrir. Vous avez autour de nous des possibilités, mais c'est une vieille histoire, Montpellier-Rennes. Montpellier est apparu comme une ville administrative au XVIIe, XVIIIe siècle, et les villes productives, ensuite au XIXe, c'était Nîmes et Béziers, d'accord, à l'est. Oui. Donc, et Montpellier vivait sur ses rentes, c'était d'ailleurs à l'époque une ville plutôt de droite, d'accord. Donc maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. Voilà, on a tenté l'informatique, on a tenté la santé, il ne faut pas renoncer à ça. Et vous voyez les difficultés qu'il y a eu pour Sanofi. Je pense qu'il faut une vraie politique de soutien de l'activité productive et ne pas faire dépendre notre économie uniquement du résidentiel, du tourisme, du clinquant, etc.
Quel est votre regard sur la suppression de la taxe d'habitation? C'est pas une suppression, votre terme est faux, c'est une prise en charge partielle pour l'État qui le supprime pour 80% de la population. C'est-à-dire un célibataire qui gagnera plus de 2400 euros, j'ai plus le chiffre en tête, un foyer sans enfant plus de 3300 euros par mois, un foyer avec un enfant plus de 3700 et ainsi de suite. Voilà, tous ces gens-là, au-dessus, paieront la taxe d'habitation. Elle n'est pas supprimée pour eux. Et on le supprime en dessous pour les gens pour le compenser par un versement de l'État. C'est de la démagogie, parce que si vous me diminuez ma taxe d'habitation, on va être content, d'accord? Mais en fait, vous enlevez par là même 40% des ressources des communes. Donc ensuite, comme c'est l'État qui nous dit qu'il va le compenser à l'euro près, d'accord? Qu'est-ce que l'État a compensé depuis des décennies à l'euro près? Jamais. Ils ont toujours compensé à la baisse. Ils baissent de plus en plus le versement qu'ils doivent faire en compensation. Donc c'est de la démagogie pour contraindre les communes et faire que les communes n'aient plus d'autonomie de gestion. Et votre regard sur les subventions là, qui sont données aux clubs sportifs, qui font venir à grands frais des joueurs de l'étranger? Je pense qu'on est dans un vieux modèle. Et que, cette économie du fric me déplaît profondément, mais bon, elle existe. Mais pourquoi on va les donner 1 million d'euros à l'un, 2 millions à l'autre, alors que dans leur budget, c'est une goutte d'eau? Dans leur budget, c'est une goutte d'eau. Donc moi, je suis pour des solutions que de grandes collectivités ont prises, à Lyon ou ailleurs. Ils ne donnent plus rien. Puisque c'est privé, si tel privé veut donner des millions et qu'il les a, qu'il les donne. D'accord? Et nous, de notre côté, on construit les stades et puis on les gère, on les loue, on fait vivre. C'est une activité auquel les gens tiennent. Et à ce sujet, je vous explique, moi, je suis radicalement contre la destruction du stade de la Mosson, de la Paillade, pour aller faire un stade hypothétique à côté de la gare de la Mogère, et qui bétonnera encore plus. D'autant plus que ce stade de la Paillade, il est identitaire, correspond à une histoire locale, et ça ne sert à rien d'aller dépenser des millions à construire un nouveau stade. Dans le contexte difficulté financière actuelle, je pense que c'est un choix qui est mauvais. Vous acharnez là contre un petit journal web qui s'appelle Montpellier Journal. Montpellier Journal, ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, je sais bien, c'est vrai. Bon, ça vous, oui. Bon, il y a une espèce d'acharnement, vu de l'extérieur, hein, bon. Oui, mais moi je ne suis pas acharné après Montpellier Journal, c'est pas le problème. Ah est-ce que le pardon n'est pas la mère des vertus? Oui, mais je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été calomnié, d'accord, par Montpellier Journal. Il y a un promoteur immobilier qui bétonne des zones inondables, qui a partie liée avec Montpellier Journal. Et, il a partie liée avec lui? Oui, puisqu'il lui sert de levier. Voilà, il s'exprime l'un à l'autre avec ça. Moi, à partir du moment où j'ai été calomnié, j'ai porté plainte contre la calomnie. Je ne l'ai pas, voilà, et il a été condamné pour la calomnie. Et quant à ce promoteur immobilier, quand il a voulu me poursuivre, il a été complètement débouté, j'étais totalement lavé. Voilà. Donc je n'ai aucun problème avec Montpellier Journal. Le problème est réglé. Le problème est réglé, d'accord. Voilà. Votre parti là, est engagé contre les ordonnances de Macron. Oui. Il y en a certains qui disent que la manifestation a été un demi-succès, voire un échec. Quel est votre regard sur la mobilisation? Écoutez, je participe à des mobilisations sociales depuis 1965. Donc, je connais un peu les mobilisations sociales et je peux vous dire qu'une mobilisation début septembre, qui a cette ampleur, qui tourne autour, alors 400 000 pour les organisateurs, 250 000, c'est-à-dire le même chiffre atteint par le sommet de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et nous, on commence par le sommet de la mobilisation contre la loi El Khomri, et certains, naturellement, présentent ça tout de suite comme un échec pour essayer de décourager les gens. Moi, je dis c'est un bon début. D'accord. C'est un bon début. Il se dit qu'aujourd'hui, sur Montpellier, il pourrait y avoir une alliance France Insoumise, PS. Est-ce qu'il y a des discussions? Il n'y a aucune discussion. La France Insoumise a pour principe de ne jamais rentrer dans les magouilles politiciennes. Donc j'entends des bruits, moi aussi. Ah bon, merci. J'entends ces bruits que vous dites, là, j'écoute, je croise des gens qui paraît que non, il n'y a aucune discussion. La France Insoumise, il n'y a pas d'élection aujourd'hui, cette année, on a une chance historique, là il n'y a pas d'élection. Nous on a un problème, M. Macron sort tous les jours une mesure atroce, quasiment, d'accord? On pourrait parler du logement, on pourrait parler des fonctionnaires.
Il a trahi la parole de l'État sur les fonctionnaires. On peut parler de plein de choses, du port d'achat, des retraités, de tout ce que vous voulez, de la CSG qui va augmenter tous les jours. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire céder Macron. Voilà. Donc on a une mobilisation contre Macron et contre ses ordonnances. Bah, regarde, les emplois aidés, on pourrait parler 2 minutes des emplois aidés, c'est une vraie catastrophe. Alors, la DRH de Danone qui nous sert de ministre du Travail, elle nous dit « Ah, mais les emplois aidés, c'est pas des bons emplois, c'est pas des vrais emplois. » Ben oui, bien sûr que c'est pas des vrais emplois, mais c'est pas une raison pour les transformer en chômeurs. D'accord? Et nous, on dit il faut titulariser ces emplois. Sur ma commune, j'ai 5 emplois aidés, d'accord, sur 140 agents publics. D'accord, sur ces 5 emplois aidés, j'en ai un que je compte titulariser, qui est un emploi aidé classique, et j'en ai 4 qui sont pour l'intégration des personnes handicapées. Et ces 4 pour l'intégration des personnes handicapées, ils veulent les supprimer. Alors j'ai saisi le député, j'ai saisi le préfet qui m'ont dit « Oula, il y a un vrai problème, j'espère qu'ils vont faire attention. » Faut faire attention. On est dans cette bataille, nous, la France Insoumise, aujourd'hui, concrète, concernant les conditions des gens. On verra bien dans 2 ans, 3 ans, quand viendront des élections. Dans l'immédiat, nous voulons faire céder Macron. D'accord. Vous êtes combien, pour revenir un petit peu sur le territoire de la métropole, vous êtes combien dans le groupe aujourd'hui de coopération métropolitaine, oui, excusez-moi. Ça sera annoncé le 27, d'accord, mais aujourd'hui on est une vingtaine, on tourne autour d'une vingtaine d'élus officiellement déclarés. Officiellement. Voilà, officiellement, on est autour d'une vingtaine. C'est Madame Touzard qui préside ce groupe, d'accord, et on va respecter la réglementation, c'est que c'est lors du Conseil métropolitain du 27 septembre que sera déclaré publiquement ce groupe. Je vous en rappelle l'état d'esprit, hein, c'est tout à fait essentiel. Moi, dans ce groupe, je représente Grabel, la mairie de Grabel. La mairie de Grabel, ce n'est pas une mairie insoumise. Moi, je suis insoumis, mais dans ma majorité, il y a les gens qui ont adopté le programme électoral de Grabel et qu'on met en œuvre. Et quand j'arrive à la métropole, je représente Grabel. Voilà. Et en face, j'ai M. Grand qui représente Castelnau ou son remplaçant. Je prends au sérieux le vote des électeurs de Castelnau. Ce n'est pas mon courant politique qui vient dedans. Et la métropole, c'est un lieu de coopération entre des mairies qui ont été élues démocratiquement. Et on cherche à dégager l'intérêt général. Je rappelle une chose que les gens oublient souvent. La métropole n'est pas une collectivité de plein exercice, comme une commune, comme un département, comme une région. C'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Il n'existe que par la volonté des communes. Et tant qu'on n'a pas modifié la Constitution qui établit la libre administration des communes, c'est les communes entre elles qui font vivre la métropole. Donc moi je suis pour cet esprit-là, et je regrette que M. Sorel, qui l'avait adopté dans la première moitié de son mandat, ait décidé brutalement de rompre avec cette méthode. Donc nous, sans polémiquer, de manière positive, on va essayer de faire vivre cet esprit de coopération. D'accord. On va terminer par la question chapeau. Allons-y. Si vous voulez bien tirer une question dans le chapeau. Attends, mais il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux. Il y en a qu'une. Tenez. Voilà, je vais vous la lire. Voilà. Donc, Mélenchon n'est-il pas un tribun un peu exalté et excessif? Écoutez. Vous pouvez plancher, vous avez 3 minutes pour plancher là-dessus. 3 minutes pour plancher. Non, je plaisante. Non, vous avez 30 secondes. 30 secondes. D'abord, allez voir sa chaîne YouTube régulièrement et vous apprendrez beaucoup de choses. D'ailleurs, allez voir aussi la mienne, parce que j'en ai fait une chaîne YouTube. Tout le monde a des chaînes YouTube. Ouais, tant mieux, mais il faut s'exprimer. Hein, donc on fait une chaîne YouTube. Voilà. Allez le voir, vous allez voir que c'est quelqu'un de raisonné. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je le connais depuis 1971. C'est quelqu'un qui présente 2 qualités fondamentales. La première qualité, c'est que c'est quelqu'un d'engagé, qui est profondément engagé sur ses idées. Il n'est pas dans le calcul. Et d'ailleurs, s'il avait été dans le calcul, il serait resté au Parti Socialiste. Il a fait le calcul d'aller dehors. Et on lui a dit, tu seras voué au groupuscule. Il n'a pas été voué au groupuscule parce qu'il est fidèle à ses... Et la deuxième qualité qu'il a, que je connais bien, c'est quelqu'un qui est profondément réflexif, très cultivé, qui va chercher les racines des choses, qui étudie les dossiers. Donc voilà, c'est quelqu'un de fond. Et naturellement, on cherche à le présenter parce qu'il a une qualité de tribun, parce qu'il a le sens de la formule, parce qu'il a sa façon. On le présente, on cherche à le diaboliser. Bon, je trouve cette entreprise ridicule, et en plus, ça a un effet contraire dans les gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, voilà, parce qu'ils découvrent chez lui, ils apprennent. Par exemple, quelqu'un était l'autre jour venu avec nous suivre un meeting de Jean-Luc Mélenchon, et qui n'était pas du... Moi, j'adore quand je viens, parce que j'apprends toujours quelque chose. Voilà, j'apprends toujours quelque chose. Et c'est ça sa qualité principale. Donc je pense que
Les critiques qui lui sont faites à ce sujet sont absolument injustes. C'est quelqu'un de remarquable. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Et vous aussi, bonne semaine.